Voilà, avant que je ne commence, en termes de mon profil, je pense que ce qui a été dit là, c'est déjà assez. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais je pense que l'essentiel a été dit. C'est bon, donc je n'ai plus à présenter mon profil. C'est Ndima, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, selon des chiffres officiels, nous avons près de 30 000 Congolais qui vivent ici au Royaume-Uni. Les chiffres sont des chiffres. Ce sont des chiffres qui ne sont pas aussi officiels que ça. Ce sont des chiffres des personnes, des leaders de la communauté, certains de la communauté. En 2011, selon la censure, là c'est beaucoup plus officiel, c'est beaucoup plus exact, il y avait au moins 20 000 Congolais. Donc quand on se réfère aux chiffres de 2008, qui était d'à peu près, non de 2002, qui était à peu près 2001, qui était à peu près de 8 000 Congolais, donc ce chiffre-là, les 30 000, est représentatif des Congolais ici en ce moment. Alors je me suis toujours posé la question, nous sommes nombreux comme une communauté, mais pourquoi on n'a pas cet impact que l'on voit avec d'autres communautés? Il y a des communautés qui sont beaucoup moins nombreuses que nous, mais ils ont une forte communauté dans la vie sociale, bien dans la vie économique, mais nous on n'en a pas. Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi? Pourquoi la majorité d'entre nous travaillons dans des petits jobs, alors qu'il y a beaucoup de boulot dans ce pays? On se contente souvent des petits jobs. Et beaucoup de ceux qui font des petits jobs là, parmi eux, beaucoup ont de qualifications. Beaucoup sont même universitaires. Et quand nous venons ici, on se retrouve en train de faire des petits jobs. Pourquoi? La question est posée. Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a déjà pensé à ça? Vous voulez une réponse? Oui. Ah d'accord. Mais il y a, comment dire, des barrières qui empêchent les gens de s'exprimer. Il y a par exemple la barrière linguistique déjà. Vous avez beau être universitaire de tout le pays, mais quand vous arrivez ici, l'anglais n'a jamais été votre langue de base, donc vous avez un peu de mal à vous insérer dans la société. Ça c'est déjà une barrière. Mais à part cela, vous avez aussi d'autres barrières mentales, psychologiques. Ouais, ça va, c'est valable, mais je peux répondre à cela et dire que si au début c'est acceptable, mais après 10 ans, après 20 ans, si vous êtes toujours là-dedans, c'est un peu le but parce qu'on suppose qu'après autant d'années, vous avez appris la langue. Pas nécessairement. Déjà, on vit dans... Vous savez, les gens, par exemple, qui ont vécu en Afrique du Sud, ça c'est mon impression. Ceux qui ont vécu en Afrique du Sud avant de venir en Angleterre, il me semble qu'ils parlent anglais plus facilement que ceux qui ont passé tout leur temps en Angleterre de tout le pays. Parce qu'en Afrique du Sud, je suppose qu'il y a moyen de s'intégrer dans la société. Tandis qu'ici, vous avez beau être en Angleterre, vous avez beau avoir des voisins qui sont anglais, mais bon, peut-être que c'est à peine si vous pouvez vous dire bonjour. Donc, le temps qu'on passe ici n'est pas nécessairement synonyme d'avoir appris la langue. Bon, ce n'est pas une chose que j'encourage, hein, mais bon, c'est un constat que je fais. John, tu veux dire quelque chose? Bon, moi j'ajouterais peut-être pour dire que ce n'est pas seulement la langue qui est un problème, c'est parce que des fois, nous n'acceptons pas. Nous ne voyons pas grands, nous nous voyons toujours petits. Et puis des fois on transmet ça à nos enfants parce qu'ils parlent de la langue, mais nos enfants qui sont nés ici, des fois, sont aussi dans des petits jobs. Je voulais ajouter quelque chose pour les autres. Moi je voulais dire aussi que c'est manque de vision et de détermination. Voilà. Ok, manque de vision et de détermination. Il y a aussi un problème d'identification. La plupart s'ils viennent ici, ils n'ont pas de papiers, ils travaillent dans le noir, dans les coulisses. C'est aussi un grand problème. Et quand ils sortent de ces coulisses-là, ça peut prendre 5 ans, 10 ans pour avoir peut-être les papiers. Ça dépend d'une personne à l'autre. ok, c'est valable.
il y a des... Bon, moi j'ai eu, comme j'ai dit là, ça a été une préoccupation pour moi. Et je suis arrivé à une réponse qui est à peu près ce que John Kaib disait ici, qui est à peu près ce que maman Prudence a dit ici, mais qui est un peu nuancé. Voilà ma réponse. Et je vais expliquer ça. Lorsque nous arrivons dans ce pays... Tu peux reculer un peu pour prendre la photo de cette... Bon, merci. Okay. Lorsque nous arrivons dans ce pays, c'est-à-dire et l'Angleterre et les autres pays européens, ou ailleurs, on arrive, on est accueilli. On arrive jamais, on descend comme ça, dans le wilderness. On arrive, souvent on a quelqu'un qu'on connaît, de la famille ou bien des amis qui nous accueillent. Ce sont ces personnes-là qui nous introduisent dans le pays. Très souvent, ce qu'on finit par faire dans le pays où on se trouve, c'est souvent lié à ce que ces gens-là nous ont dit lorsqu'ils nous ont introduits dans le pays. Parce que nous venons dans un pays où nous ne connaissons absolument rien. Donc toute notre confiance, c'est en ces gens-là, en ce qu'eux ils nous disent. Et très souvent, ces gens-là nous disent « Ekosimbate ». Ekosimbate dans le sens que tu viens avec tes ambitions, tu veux faire quelque chose de grand, on te dit ici, là, ça ne marchera pas. On te dit que ça ne marchera pas. Et on te dit des choses comme Mundele, à peu près ça comme ça l'a bien parce que c'est noir. Tu vois, ça sont des choses qu'on dit souvent, et moi on m'a dit ça. Ça c'est quand on arrive. Il vient nous accueillir, on est très contents. Et puis on est dans la famille, ça va, et puis bon, on va aller bientôt faire la demande d'asile et vraiment entrer dans la communauté, dans le pays. Et là commencent les conseils de nos fameux prophètes des malheurs. C'est ici que le prophète des malheurs s'assoit et vous dit, écoute, Luka à 2 heures, il y a moi cleaning mon Luka 3 heures, mon soir, 2 heures, mon kotoyo. Et donc, dès le début, on essaye de vous montrer, de vous limiter, de vous mettre, d'ériger ce mur-là. Et si vous essayez de dire, non, voilà, moi j'ai un diplôme, je voudrais faire valoir ça, on vous dit, non, ça ne marchera pas ici. Ça ne marchera pas parce que Mundé la boutique jamais. Attends, vous avez un diplôme. D'ailleurs, ceux qui sont venus avant vous ont eu le diplôme et bazar, car on a ça la biloga. Ça set le mind de nous les Congolais. Ça set le mind et c'est ça qui va set notre vie dans ce pays. Alors, vous les écoutez, vous dites, ok, ça va, 2 heures nangai. Nazui 2 heures nangai, kotoyo, naniki. Nazui 2 heures, monsieur Sonaswa, naniki. Et puis, je me fais de l'argent. Ok? L'autre trouve un boulot, je ne sais pas moi où, bon, on pique, on pack. On a de l'argent. De l'argent qu'on n'a peut-être pas eu au Congo avec le diplôme. De l'argent qui paraît beaucoup pour nous en ce moment-là. On est content de ça. Ok? On est content de ça. Très vite, il faut qu'au pays, on sache qu'on est devenu mutualiste. Donc de cet argent, on va acheter les habits, on fait des photos, on envoie au pays. On devient même des sapeurs. Et toute la communauté nous reconnaît comme sapeurs et tout.
Malgré que, après avoir pris ces photos, on va encore nettoyer, on va encore soulever des trucs lourds. Très vite, on se rend compte que cet argent-là, c'est pas assez. Parce que pour maintenir cette vie-là, des sapeurs et tout, il faut peut-être aller prendre des dettes. Il faut payer des loyers. Il faut payer ceci, il faut payer cela. On se rend compte que c'est dur. Et donc, il faut ajouter encore d'autres heures. Dans nos 2 heures, 3 heures, 4 heures et tout. Ça devient dur. Déjà qu'on est venu ici adulte, donc on est déjà âgé. Et donc là, ça avance. Le travail que l'on fait n'est plus facile pour nous, physiquement. On se met à réfléchir, même en plein travail. On est là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce pays-là, c'est pas comme ça que moi j'avais pensé que ça allait être. On n'a plus la force. Le truc qu'on portait facilement commence à tomber. Commence à tomber en faisant le travail. C'est dur. On commence à réfléchir, on dit non, Mbongo Zakana Congo. Mais c'est de là qu'on vient. Quand on était là, on a dit ça ne va pas ici, on doit aller de l'autre côté. On vient ici, on dit que non. Pardon, un moment. Bongo et Zana Congo, bien Mbongo. Mbongo, c'est M. Vous avez compris. Lingala. On fait des insomnies, on ne dort pas. C'est dur. Alors, je voulais apporter d'abord cette précision aussi, qu'il n'y a pas de saut métier. C'est-à-dire que faire le cleaning, faire le lifting et tout, il n'y a rien de mal à cela. Absolument rien. Il y a des gens qui ont fait des cleaning, qui ont construit des entreprises des entreprises de cleaning, qui sont devenus des CEO. Donc c'est pas le travail n'est pas un problème. C'est se maintenir à ce niveau-là pendant des années et penser qu'on ne peut pas faire plus que ça qui est le problème. Donc on pack, on rentre au pays. Ici il n'y a pas d'opportunité. C'est ce qu'on se dit maintenant. Et vous allez, moi je suis allé à des deuils, à des rencontres des Congolais, et c'est toujours ça que j'entends. Il n'y a pas d'opportunité ici, ça ne va pas, et tout. Et très souvent, vous voyez des gens assis en groupe, et il y a une personne qui est là, qui est en train de leur prêcher cette parole-là. Et tout le monde écoute, tout le monde apprécie. Vraiment? Vraiment, il n'y a pas d'opportunité ici. Le Congo, c'est de là que nous venons. En venant du Congo, nous avions dit qu'il n'y avait pas d'opportunité au Congo. Il fallait venir ici, c'était un pays d'opportunité. Et on est arrivé ici, après un temps, on se plaint maintenant, on dit non, voilà, c'est plutôt il faut aller au Congo. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est nous au Congo. En train de prier pour avoir le visa. Tout le monde s'implique, le pasteur, la famille. On va avoir le visa de ce fameux pays où on va venir après dire que non, il n'y a pas d'opportunité, c'est Dieu. Mais on prie. Dieu, dans sa bonté, il dit ok, il n'y a pas de problème. Parce que pour Dieu, on peut bien réussir au Congo. Mais comme nous, on s'est dit que non, ça ne va pas, il faut aller ailleurs. Bon, Dieu dit ça va, je vais exaucer nos prières. Dieu nous amène ici. Et quand on vient ici, on a tout ce qu'on a vu. Des plaintes et des plaintes et des plaintes. Maintenant, c'est à qui la faute? Cette vie-là que nous menons ici, que nous fustigeons ici, que nous critiquons ici, c'est à qui la faute? C'est à Dieu? C'est à nous? Parce qu'on était au pays, on a dit que non, là-bas ça ne va pas. Dieu nous amène ici, on arrive ici, on dit que non, ici ça ne va pas, il faut rentrer au pays. Il y a quelque chose qui va pas. Là, c'est la terre. Nous savons tous que la terre,
c'est ces rotations éternelles. Ça, c'est que nous trouvons sur la terre. Au commencement, c'était comme ça. Il n'y a absolument rien, il n'y a que ça. Des tempêtes de neige. Des volcans qui s'accompagnent toujours des tremblements des terres. Ça, c'est hostile à l'homme. L'homme ne peut pas vivre dans un tel environnement. Vous prenez l'homme, vous mettez dans un tel environnement, c'est pour qu'il meure directement. Mais Dieu décide de mettre l'homme dans cet environnement. Il dépose l'homme dessus. Il dit à l'homme, je te donne la terre, domine la terre, dans Genèse. Domine la terre et tout ce qu'il y a sur terre. Et on a vu ce qu'il y a sur terre. C'est hostile à l'homme. Mais Dieu a quand même pris l'homme. Et l'a mis dessus, il a dit, domine cet environnement. Dieu croit en nous. Quand il nous met sur terre comme ça, il croit en nous. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous une puissance, des capacités qui sont telles que nous pouvons dominer cette terre. Et ces capacités, ça vient directement de lui. La puissance que l'homme a vient directement de Dieu. Voilà pourquoi Dieu croit en nous. Est-ce que nous croyons en Dieu? C'est le problème. Beaucoup de gens diront oui, nous croyons en Dieu. Croyons-nous réellement en Dieu? Dans Josué 1:3, Dieu dit, toutes les terres où je t'emmènerai, toutes les terres que fouleront tes pieds, je te les ai données. Donc quand nous venons ici en Angleterre, Dieu nous a donné cette terre. Dieu nous a donné cette terre. Au moins on est d'accord qu'il nous a pas menti. Cette terre nous appartient. Que nous connaissions la langue ou pas. Que nous ayons de la famille ici ou pas. Quand je dis la famille, c'est-à-dire la famille occidentale. Que nous trouvions des gens qui nous connaissent ou pas, Dieu dit, là où moi je t'amène là, c'est à toi. Cela veut dire que nous n'avons pas de justification de se retrouver ici en train de se plaindre ou d'échouer dans ce pays ou dans d'autres pays où Dieu nous amène. Et surtout que nous avons prié Dieu qui nous amène dans ce pays. Nous n'avons aucune justification. Le problème, c'est nous. C'est ça le problème. Nous-mêmes. Plus tôt, je vous ai montré, là, vous avez un slide qui dit que Dieu croit en nous. Et on est tous d'accord ensemble avec ça. Mais est-ce que nous croyons en nous-mêmes? Nous ne croyons pas en nous-mêmes. Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, est-ce que nous croyons en Dieu? Nous ne croyons pas en Dieu. Parce que croire en nous, c'est croire en ces capacités que Dieu a mis en nous. C'est croire en la puissance de Dieu en nous. Or, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Donc, croire en Dieu que nous pensons que nous croyons en Dieu, c'est dans nos pensées, dans nos déclarations. Nous ne croyons pas en Dieu. Celui qui croit en Dieu se lève et bosse. Et dit, je vais réussir. C'est tout. Il a ça en lui. Ça, c'est ce qui fait que nous ne puissions pas croire en nous. Parce que nous prêtons l'oreille à des gens à qui on ne devrait pas prêter l'oreille. C'est prophètes des malheurs. Moi, quand je suis venu dans ce pays, on m'a dit, nous garde 2 heures quand même.
Congo, je travaillais à l'OMS. J'étais Deputy Project Director dans le programme de l'éradication de la polio. Et donc quand je viens ici, là, je suis dans la foulée. On me dit non, ici là, non, 2 heures. Le cas 2 heures, Bundana ou le Gobin, ça, moi c'est un ban. Le cas 3 heures, Kotoyo, selon moi, il faut papier, mon coboyer. J'ai entendu, quand ils ont fini de parler, c'est sorti par ici. J'ai dit, je ne leur prête pas mon nom. Je n'ai pas voulu discuter avec tous ces gens-là. J'ai dit, je viens à peine d'arriver au pays. Il ne faut pas que je leur montre que mon ami pour les cabans. J'entends, j'ai dit non. Moi, je crois en moi. Donc, je crois en Dieu. C'est à ces gens à qui on préparait. Ces gens qui me disent, Ekosi Mbate. Les gens qui nous encouragent sont les gens à qui on doit réellement prêter. Ceux qui nous motivent. Et ils nous motivent à quoi? Ils nous motivent à croire en nos capacités. Ces capacités-là nous sont données par le Très-Haut. Ceux qui nous motivent à croire en nos capacités-là sont des gens que nous devons. Ils nous motivent à prendre notre travail au sérieux. Voilà pourquoi certains sont partis d'être des cleaners pour construire toute une entreprise de cleaning et devenir CEO de notre entreprise. Ils ont pris ça au sérieux. Donc le clean là dont on parlait ici, il n'y a rien de mature. Mais il faut s'améliorer. Il faut prendre le travail au sérieux. Ceux-là qui nous motivent à donner le meilleur de nous-mêmes, quel que soit le travail qu'on fait. Même si vous n'aimez pas encore ce que vous faites. Moi j'ai un frère, quand il est venu, il a eu un travail de cleaning et il n'aimait pas ça. Il est venu me voir, il dit, ah non, moi le travail de cleaning là, il te... Je lui dis, tu n'as pas de choix pour le moment. Mais ton travail de cleaning, fais-le avec beaucoup de sérieux. Si on te demande, on te montre une salle avec des fournitures, des ordinateurs, on te dit, essuie ça, que ce soit propre, ne t'arrête pas là. Regarde, de l'autre côté, là, est-ce qu'il y a encore de la poussière? Va, passe ta main dessus. Ils verront. Il n'a pas fait plus de 6 mois dans ce travail-là. C'était dans une école. Il travaillait là pour le compte d'une agence. Le head teacher de l'école, un jour l'a appelé. Il me dit, tu sais que depuis que tu es venu ici, tout le monde parle de toi. L'école est propre comme ça n'avait jamais été avant. Et il lui dit, j'ai un ami qui travaille dans une compagnie, ils sont en train de chercher quelqu'un pour superviser le travail de cleaning. Ça ne sera pas une agence, on va t'engager. Et moi je pense que tu mérites d'être engagé. Et il dit, je vais t'appuyer, je vais appuyer ta candidature. Tu amènes seulement le CV. Moi je leur ai déjà parlé. Il est parti. Après quelques temps, il était manager dans cette compagnie. Parce qu'il a mis du sérieux dans cette entreprise. Dans son cleaning là, il a mis du sérieux. Et il voulait aller plus loin et il est allé plus loin. Voilà les gens à qui il faut qu'on prête l'oreille. Ceux qui nous demandent de donner le meilleur de nous-mêmes. Ceux qui nous demandent d'exceller. Ça c'est un élément extrêmement important. Nous devons savoir que comme nous sommes là, nous sommes tous en compétition pour le travail. Tous. Et donc quand on arrive ici, on est aussi en compétition avec ceux d'ici. Et nous venons avec un désavantage, nous ne sommes pas chez nous. Alors la seule façon qu'on peut vraiment les battre dans une compétition de travail comme ça, dans une compétition de travail, c'est de faire plus que eux, plus d'efforts que eux. Vous travaillez avec le blanc, ils ont un avantage, ils sont chez eux. Donnez plus, 2 fois plus que ce qu'ils font. Et on vous verra.
c'est croire en Dieu. Si tu es là, en train de penser que tu veux faire quelque chose que tu penses seulement que tu peux faire, peut-être si dans autre pays tu pouvais le faire, mais tu te dis je ne peux pas le faire ici, parce que je suis en Angleterre, je suis chez les Blancs et tout. Si tu penses comme ça, tu ne crois pas en Dieu. Parce que tu ne crois pas en toi. Croire en nous-mêmes, c'est réellement croire en Dieu. Alors, il y a des gens qui ont cru en eux-mêmes et qui ont fait des choses qu'on pensait être impossibles. Et Dieu le dit. Et lui, quand il intervient dans la vie de quelqu'un, comme on dit à Mikala Salaka, calme ici, Batubako, calme. Je pense qu'on connaît ce monsieur, Barack Obama. Quand Barack est sorti, c'était pas un monsieur qui était connu. Personne ne le connaissait. Mais avant Barack, il y a eu des gens, il y a eu des noirs connus, comme Jesse Jackson, qui ont été candidats aux États-Unis et qui ont échoué. Quelqu'un comme Jesse Jackson était très très connu. Mais il a échoué. Et tout le monde était convaincu que le noir ne prendrait jamais le pouvoir aux États-Unis. Alors vous vous imaginez comme Barack dit, moi je vais rendre pour la présidence. Vous vous imaginez combien il a été découragé. Combien de gens lui ont dit, mon cher, ça ne marchera pas. Toi noir, ça ne marchera pas. Mais je suis aussi convaincu qu'il y a eu des gens qui lui ont dit, vas-y, on va t'appeler. C'est à ces gens-là qu'il a prêté son nom. C'est à ces gens-là, c'est à ces gens-là qu'il a prêté son oreille. Il a prêté son oreille à ceux qui lui ont dit, vas-y, tu peux le faire. Et il a cru en lui-même. Il a cru que moi, je peux le faire. Je peux devenir président de ce pays. Il a cru en lui. Par conséquent, il a cru en son Dieu. Et tous nous connaissons l'histoire pour moi. Il est devenu président. Alors, on peut dire que Barack, ok, Barack c'est un Américain, il est loin de nous, plus proche de nous. Nous avons notre sœur Kabi. Déborah Kayembe plutôt. Déborah Kayembe, qui est aujourd'hui rectrice de l'université d'Edinburgh. Edinburgh. Ça, c'est un achievement qui va au-delà de l'entendement. Généralement, dans les universités, ce sont les personnels des universités, les professeurs qui deviennent directement. Mais là, on a quelqu'un qui est sorti du néant. Un réfugié congolais qui se retrouve au sommet de la 20e université du monde. On a cru en elle. Elle est arrivée. Donc on sait voir que nous, les Congolais, nous avons les potentialités de faire des grandes choses. Et ces potentialités sont démontrées par certains individus. Il y a des cas des gens qui ont fait des grandes choses, mais en tant que communauté, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et c'est là qu'on doit arriver. Donc on a cette dame, mais elle est congolaise, elle est proche de nous, mais on a encore plus proche de nous. Je pense que beaucoup connaissent ce monsieur. Cyril Modogo, qui est le président de la communauté des Congolais, qui est aussi businessman. Cyril, pour ceux qui sont Congolais, qui sont ici à Manchester, savent que il nous a créé, il nous a monté un restaurant
digne de la communauté. Avant ça, on n'avait pas quelque chose de ce niveau-là, en termes de classe. Et il est en train de s'améliorer. Chaque fois que vous allez là-bas, vous voyez qu'il s'améliore, il fait des efforts. Et moi, je sais parce qu'avant de créer ça, j'étais avec lui. Je sais combien de gens lui ont dit que ça ne marchait pas. On lui a dit ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, non seulement ça a marché avec brio, mais il vient d'ouvrir un deuxième qui sera inauguré la semaine prochaine. Beaucoup plus grand. Donc on voit que nous les Congolais, on peut faire, si on met du sérieux dans ce que nous faisons, si on croit en nous-mêmes, on travaille dur, et on bouche nos oreilles à tous ceux qui nous disent qu'on ne peut rien faire, on peut faire des grandes choses. Encore plus proche de nous, nous avons notre bidoc, Dr Kaleta, à qui je demanderai de se lever encore. Dr Kaleta est docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Il est PhD en gynéco-obstétrique, master en gynéco-obstétrique, master en recherche en gynéco-obstétrique et pédiatrique. Il a tout un tas de diplômes. C'est pas facile. Il a mis beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Mais il y a surtout une chose qui l'a animé, c'est qu'il croyait qu'il allait achieve ce qu'il a achieve. Et ça, c'est le plus important. Avoir ce kondima-là, qui est Nakosana Yamon. Contre vents et marées. Peut-être que les gens voient Dr Kaleta aujourd'hui, ou le voyaient à l'époque, il est toujours souriant. Il aime toujours rire. Mais les gens ne savaient pas what he was going through. Il a eu beaucoup de vagues, beaucoup de problèmes, et malgré tout ça, il a maintenu son cap. Et il a achieve ce qu'il a achieve. Et c'est comme ça qu'on doit aborder la vie. C'est comme ça, en fait, quand Dieu dit, partout où vous allez, je vous ai donné cette terre-là. C'est ça qu'il faut faire quand vous atterrissez dans cette terre-là. D'ailleurs, dans Joshua 1:3, si vous allez vers le bas, vous allez voir, il dit, il faut juste avoir le courage et travailler. Dieu dit ça. Il dit ça dans ce verset-là. Donc nous arrivons dans le pays des étrangers avec un désavantage. Donc notre effort à nous doit être double. Alors ça, c'est Dr Kaleta lui-même, mais il y a aussi le groupe Mako qui a été présenté ici. Ici dans la photo, il n'y a pas tout le monde. Mais en tant qu'organisation de la communauté congolaise, nous avons quand même activé quelque chose de grand. Avoir un bâtiment comme on en a aujourd'hui là, c'est un massive achievement. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Je pense que des fois on ne se rend pas compte de la grandeur de cet achievement. Aujourd'hui, dans pratiquement le monde entier, c'est le seul bâtiment de la communauté congolaise, à part nos ambassades. C'est le seul bâtiment. Il n'y en a pas à Londres, il n'y en a pas ailleurs, il n'y en a qu'ici. Mais tout le monde qui a travaillé se rappellera comment on a eu à travailler, à passer des heures, des fois on était fatigué pour arriver à ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc, le travail et croire en soi-même, c'est extrêmement important pour faire des grandes réalisations. Voilà, ça c'est le bâtiment dont je parlais. Alors, vous allez vous poser la question, mais lui là qui nous parle de tous ces achievements, qu'est-ce que lui il a déjà fait? Et c'est insensé pour moi de me mettre là, de vous dire c'est ce qu'il faut faire pour achieve big, sans que moi je n'ai eu une expérience que je peux démontrer comme ça que voilà, c'est réel, ça marche.
Moi, ma vie a été pratiquement shaped par ce livre. Et je le recommande à tout celui qui veut achieve big dans sa vie. Certains ici connaissent ce livre. Ce livre, je l'ai eu, j'étais au Congo. J'ai passé des moments extrêmement difficiles. J'étais à l'université de Kinshasa, l'université avait été fermée. C'était extrêmement dur pour moi. Parce que nous, à l'époque, on avait un peu d'argent quand l'université ou bien l'école fonctionnait. Les parents vous donnaient un petit rien là, bon ça tu vas aller bouffer à la pause et tout. Quand vous êtes à la maison, vous ne donnez absolument rien. Et c'était très dur. À l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. J'écris une lettre à un frère à moi qui est à Londres. Je dis, please, tu peux m'envoyer même un $10, là j'ai un truc à faire, tout ça. Et $10 c'était huge à l'époque. C'était beaucoup d'argent. Je lui ai écrit en anglais. Quand j'ai appris l'anglais au Congo, tout seul, et je le parlais bien. Je parle même l'espagnol que j'ai appris au Congo aussi. Toujours dans le cadre de travailler dur. Alors, quand j'ai lui écrit, il a lu ma lettre, il n'arrivait pas à croire que je pouvais écrire une lettre en anglais comme ça. Il prend ce livre et m'envoie. Au lieu de m'envoyer les $10, lui il m'envoie ce livre. Beaucoup l'auraient insulté. Moi, j'ai pris le livre, je l'ai lu. J'étais content. Ce livre, je t'apprends à pêcher. Ne donne pas le poisson. Ça, c'est ce livre. Et pratiquement tout ce que je dis là, se trouve dans ce livre. Mais il y a deux stories, avant que je ne parle encore de moi-même, il y a deux histoires qui sont dans ce livre qui m'ont toujours, guidé dans ma vie. Antonio, sorry. It's in French. Yeah, I know you don't understand, so sorry. Sorry, I'll give you the details later. Donc, le premier, c'est l'histoire d'un monsieur qui quitte une ville. Il quitte une ville donnée et il va à la recherche d'une autre ville. Il arrive à l'entrée de l'autre ville, il voit un sage avec des jeunes gens qui étaient assis. Il leur dit, écoutez, moi je viens de l'autre ville, j'ai quitté ma ville, je suis en train de chercher une nouvelle ville où habiter. Alors je vois votre ville là, j'aimerais savoir si vous avez, si les gens sont bien ici, si c'est bien de vivre ici et tout. Le sage le regarde et lui pose la question. La ville d'où tu viens là, les gens étaient comment? C'était comment cette ville-là? Le monsieur dit, oh là là, tout est mauvais là, les gens sont mauvais, ça ne marchait pas, tout ça. Il a dit tout, il a sorti beaucoup de négativité par rapport à cette ville. Le sage le regarde, lui dit, notre ville ici, c'est exactement comme ça. Les gens sont mauvais, rien ne marche, ici on s'insulte à tout moment et tout. Le gars dit, ah, merci beaucoup, moi je n'entre pas dans cette ville, je vais chercher une autre ville, il part. Puis il y a un autre monsieur qui vient, qui dit la même chose. Écoutez, j'ai quitté ma ville, je cherche une nouvelle ville, je vous vois là, mais avant que je n'entre, j'aimerais savoir comment est votre ville. Le sage lui pose la même question, comment était votre ville? Il dit là-bas, oh c'était merveilleux, les gens sont bien. C'était la même ville là, mais lui il dit, carrément une toute autre histoire. Les gens sont bien, tout ça, on est gentil, on s'aime, les gens vous accueillent, ils sont souriants. D'ailleurs, je suis en train de quitter ça parce que je suis obligé, sinon je serais resté. Il dit, c'est exactement comme ça chez nous. Les gens sont bien ici, ils sont accueillants, souriants et tout. Le gars lui dit, ok, moi je vais venir m'installer chez vous. Il entend la vie. Alors les jeunes gens qui étaient là, ils demandent à ce sage-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, tu as dit à l'autre monsieur là que ici, les gens sont mauvais et tout. Et maintenant, tu dis à l'autre que ça va bien et tout. Qu'est-ce qui se passe? Le sage le regarde et dit, vous savez, si un homme ne voit que le mal, ne dit que le mal, ne rapporte que le mal, c'est un mauvais. Il faut souligner cette personne-là. Prophète des malheurs. Prophète des malheurs. Si quelqu'un ne voit que le mal, ne rapporte que le mal, ne dit que le mal, c'est un mauvais. Éloignez de cette personne-là. Ce sont les prophètes des malheurs. Alors la deuxième histoire, ça rejoint un peu ce que Papa Kaleta, Dr Kaleta a fait. C'est l'histoire d'une jeune fille
qui faisait son petit boulot, qui terminait les études secondaires, a pris un petit boulot de cleaning et tout, dans ce genre-là. Mais son ambition, elle, c'était de faire la médecine. Elle réfléchit, elle voit la médecine, c'est 6 ans. Elle s'est dit 6 ans. Moi, j'ai pas le temps de faire tout ça, d'attendre de faire 6 ans. J'ai besoin de vite gagner l'argent. Alors, elle en parle à un sage, à un monsieur qui était déjà âgé. Et lui dit, voilà, je voulais faire la médecine, tout ça, mais ça va prendre 6 ans, c'est trop long, tout ça. Moi, maintenant, là, je suis en train de gagner de l'argent, je n'aimerais pas continuer à vivre comme ça sans gagner de l'argent pendant 6 ans. Le monsieur lui pose la question. Maintenant, tu fais quoi? Oh non, voilà, j'ai fait mon petit boulot de cleaning, ou c'était notre job, mais c'était dans le genre. Et il lui demande, dans 6 ans, tu vas devenir qui? Dans 6 ans, personne, je suis seulement en train de faire un cleaning. Il dit, maintenant, si tu commences la médecine, dans 6 ans, tu vas devenir qui? Dans 6 ans, je vais devenir docteur. Ah, il lui dit, que tu le veuilles ou non, 6 ans vont passer. Que tu le veuilles ou non, 6 ans vont passer. Alors, tu dois choisir entre devenir docteur après les 6 ans ou bien rester dans le crime. Et ces deux histoires-là ont toujours marqué. Voilà pourquoi, après avoir fait l'université au Congo, j'avais juré que je ne ferais plus l'université. Et quand je suis arrivé ici, j'ai pensé à cette histoire-là. J'ai dit 3 ans, ça passe vite. Je suis à l'université, 3 ans sont passés. Je suis un computer scientist. Et partout où je vais, je montre ce diplôme. Alors ça sont des histoires qui sont ici, il y en a beaucoup, ça motive. Donc si... et puis c'est écrit dans un anglais vraiment facile, pour permettre à tout le monde de bien comprendre, un anglais très bien. Alors quant à moi-même, j'ai pas mal d'histoires, mais je vais juste raconter une toute petite histoire qui m'est arrivée. En 2013, j'ai cherché un emploi dans une grande compagnie à Stockport. Ces compagnies-là, il n'y en a que 2 ici en Angleterre. Ce sont des compagnies qui fournissent leurs clients, ce sont les Asda, les Tesco. Eux, ils ne sont que là, à ce niveau-là. Et c'était un travail en 2013 déjà, qui payait très bien. 30 000 livres sterling. J'écris mon CV, j'envoie. J'arrive, on nous retient à 2 pour l'interview. J'arrive le premier, je suis dans une salle d'attente, je vois le deuxième qui vient. Un blanc, un anglais. Nous sommes à 2. Un Congolais noir et un blanc, un anglais. La dame qui fait de HR, Human Resources, vient me voir, m'appelle comme j'étais le premier, m'appelle, prend le petit détail des noms et tout. On va dans une salle, on t'attend là-bas. Je vais là-bas, j'ai fait l'interview. 4 personnes m'interviewaient. Dans les 4, 3 étaient des informaticiens avec qui j'allais travailler, des génies. Et un, c'était le CTO, Chief Technical Officer. Lui, il était là juste pour poser des questions, pour voir si vraiment je peux fit dans leur groupe, dans leur entreprise. Après l'interview qui a pris presque 1 heure, je me mets au début, je sors. La dame du HR vient me reprendre. Le blanc part, je vois comment l'appeler, il part. La dame du HR m'accompagne pour aller à l'extérieur. En m'accompagnant, elle me dit, tu auras ce travail. J'ai dit, comment ça? Elle dit, non, tu auras ce travail. Tous les gens qui sont sortis de cette interview-là ne parlent que de bien de toi. Tu auras ce travail. Pardon. Le blanc entrait lui pour aller faire son interview. Mais eux, ils avaient déjà décidé que le noir, c'est à lui qu'on donne le travail. Et c'est arrivé comme ça. 2 jours après, on m'appelle, on me dit, tu as le job, tu commences quand? Et ça, c'est pour montrer que cette histoire, nous voilà, nous délai, à côté ça y est, ça l'a bien été, c'est faux et archi faux. Ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas. Le racisme existe. Et ça peut vous arriver aussi que nous, on vous réclame à cause de votre peau. Mais il ne faut pas mettre ça dans votre tête. Quand vous allez comme ça, chercher du travail, essayer de faire quelque chose de grand pour vous, pour votre famille, il ne faut pas penser mettre le négatif dans votre tête. Ça peut arriver.
tout comme ça peut ne pas arriver. Mais vous restez positif. Croyez en vous-même, croyez en ce Dieu-là qui a mis ces choses-là en vous. Voilà, ça c'est ma petite histoire qui soutient un peu tout ce que je suis en train de dire. Alors, en conclusion, c'est que moi j'aimerais que nous retenions, partant d'ici, c'est de croire en nous-mêmes. Et comme j'ai dit là, croire en nous-mêmes, c'est croire en Dieu. On ne doit pas seulement croire, on doit utiliser ce que Dieu a mis en nous. Ça veut dire qu'on doit travailler dur. Et qu'aussi, tout ça, quand tu entreprends de faire quelque chose, cela ne veut pas dire que tu peux connaître des échecs. Ça fait partie de la vie. Relève-toi, repars. Écoute ceux qui te motivent. Les prophètes des malheurs là, ceux qui ont vendu le film dans le milieu comme on dit, la calme. Une fois c'est ce qu'on va aimer ma photo. Et guider vie na yote. Écoute ceux qui ont réussi. Ça c'est un élément extrêmement important. Si tu veux faire quelque chose de grand, dans un domaine donné, vaut mieux aller voir quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de grand dans ce domaine-là. Lui, il te dira ce qu'il faut faire. Et généralement, ils disent, il faut beaucoup travailler, il faut faire ce qu'il faut faire. Quand tu vas parler à quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, il va te dire, au moni batouana, la simbakisi. Au moni batouana, la science occulte. Mais la personne qui te dit ça, à ça, là, il comment vous la vie. Tu gagnes quoi de lui? Va chez la personne qui a fait quelque chose de toi. Parle. Et toujours chercher à être le meilleur. Dans ton travail, donne le maximum de toi-même. Tu donnes le meilleur de toi-même. Et si tu as une forte concurrence, comme par exemple avec des blancs et tout, s'il faut travailler 2 fois plus que eux, travaille 2 fois plus que eux. Ils sont chez eux. Ils ont l'avantage d'être chez eux. Ils ont l'avantage d'avoir cette peau-là qui est d'ici, que nous n'avons pas. Alors, travaille 2 fois plus. Et ça, c'est important dans le sens que, vous voyez, dans les pays où nous vivons ici, ce sont des pays où les entreprises sont très compétitives. J'ai pas mis ça ici, mais si vous voyez le taux de faillite des entreprises dans ce pays, il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite. Le taux est élevé. Évidemment, cela est compensé par le fait qu'il y a beaucoup de création d'entreprises. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite. Et cela arrive pourquoi? Parce qu'il y a une forte compétition entre les entreprises, étant donné qu'on est dans une économie de masse. Alors, si un entrepreneur a une entreprise et veut rester sur le marché, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher les meilleurs. Il ne va pas chercher la couleur de peau. Il va chercher les meilleurs. Donc si vous voulez être retenu dans de telles entreprises, vous devez être meilleur que les autres. Si eux, ils ont cet avantage-là d'être blancs et d'être chez eux, vous n'allez pas essayer d'être comme eux en termes de compétences. Parce qu'il va regarder, ah, oh, il oh, mon païa. Mais s'il regarde, oh, mais oh, yo, nous avons compétence et belle. À cause parce que lui, il ne veut pas faire faillite. Alors, il m'a failli, c'était pour la déconner. Donc, voilà pourquoi il faut, comme j'ai dit là, donner le meilleur de nous-mêmes, travailler dur. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous allons retenir, c'est que j'aimerais que nous tous nous retenions et que nous appliquions ça dans nos vies. Que nous appliquions ça dans nos vies et que nous soyons pas les prophètes de malheur pour nos frères congolais, nos autres frères congolais, qui sont peut-être pas ici, qui sont peut-être ailleurs. Quand on les rencontre, on parle avec eux, qu'on leur parle positivement, qu'on leur demande de travailler, de donner le meilleur d'eux-mêmes, et ils verront des résultats. Voilà. Donc, Lima.
That's great. Est-ce qu'il y a des questions à poser?